Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Bien, nous avons parlé de fausses réalités, de lois aveugles du nombre, de mendiants stratèges, de contrôlants angoissés, de matrices, de systèmes, d'immaturité, mais que tout cela ne prenne pas pour autant une place trop grande, une place trop envahissante dans notre manière de considérer le monde ainsi que la vie sur Terre d'une façon plus générale. Que tout cela ne nous détourne surtout pas de notre quête essentielle de réalisation et de retour à la réalité. Cela dit, pour que cette quête puisse être menée à bien, nous avons malgré tout besoin de saisir tous les éléments en présence, surtout pour pouvoir entrevoir avec toujours plus de discernement les nombreux pièges qui nous focalisent sur d'apparentes priorités susceptibles de nous égarer dans un jeu qui n'aura de cesse de nous déposséder de notre libre arbitre et de notre souveraineté. Dans un jeu qui n'aura de cesse de nous tenir éloignés des choix pourtant fondamentaux qui nous permettraient d'élaborer librement une ligne temporelle absolument saine dans un véritable épanouissement sur le chemin de l'évolution. Un chemin menant à l'accomplissement de l'être, redevenu enfin complet et pleinement conscient de son essence profonde créatrice. Créatrice d'une réalité depuis sa part invisible, enfin éclairée. Une part invisible bien trop laissée en souffrance jusque-là, au profit d'un matérialisme finalement égaré et bancal, parce que fatalement incomplet. Et de cette priorité accordée majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, à notre part visible, il résulte que nous sommes encore, globalement et bien malheureusement, des êtres créateurs non seulement ignorants de nos origines subtiles, mais surtout ignorants des véritables fonctionnements de nos capacités créatrices. Nous sommes encore globalement et bien malheureusement ignorants des mécanismes de projection dans la matière et surtout ignorants des différentes origines dimensionnelles depuis lesquelles nous élaborons la projection de nos vies sur la Terre, soit depuis une quatrième dimension astrale fort perturbée, ce qui ne fait que matérialiser cette perturbation initiale, soit depuis une dimension d'unité et d'harmonie enfin retrouvée en nous-mêmes et qui peut alors merveilleusement et simplement s'exprimer ici-bas. Si nous sommes des êtres créateurs d'essence divine et que, a priori, s'offre à nous un champ des possibles illimité, nous devons cependant tenir compte du terrain ainsi que des conditions terrestres particulières dans lesquelles nous évoluons. Et c'est la raison pour laquelle tout n'est pas envisageable d'emblée, étant donné que nous nous inscrivons dans une co-création générale et qu'il nous faut donc compter sur une transformation progressive de la conscience collective pour qu'un changement de paradigme significatif puisse opérer. Et cela en tenant donc compte du rythme de la marche du monde. C'est là tout un travail, d'abord personnel, basé non seulement sur la détermination à parvenir à l'accomplissement, mais également et inévitablement sur la patience à accorder à un collectif encore endormi et qui peine à retrouver sa véritable voie. Un collectif qui peine à se conformer à l'évidence de la transformation, à l'évidence de la transfiguration qui s'impose pourtant à lui, comprenant que c'est sa seule résistance au changement qui le plonge toujours plus dans l'incompréhension, le mal-être et la souffrance. Cette patience, nous pouvons assurément l'envisager dans la bienveillance, grâce à la compréhension du besoin inévitable d'avoir à passer progressivement des paliers de conscience au sein d'une expérience concrète, pour qu'une pleine intégration du processus évolutif puisse opérer en chacun. Nous pouvons l'envisager dans la bienveillance, d'autant plus que nous pouvons être les premiers à reconnaître que nous avions nous-mêmes eu besoin de cheminer progressivement, à notre propre rythme, pour pouvoir nous retrouver enfin là où nous en sommes, ici et maintenant. Conscient de surcroît qu'il nous reste encore un certain cheminement à effectuer pour parfaire notre propre processus de révélation et de réalisation. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vraiment en vouloir au monde d'être seulement là où il en est, dans une certaine immaturité. Il nous est seulement donné d'essayer de l'accompagner patiemment et autant que possible sur le chemin de la maturité qui se présente inévitablement à lui.
Ainsi, plutôt que de chercher à être des sauveurs, des moralisateurs ou seulement des râleurs, nous pouvons tenter autant que faire se peut de nous présenter au monde comme des facilitateurs de mûrissement, tels des éducateurs ou des rééducateurs bienveillants et compréhensifs, tels des grands frères et des grandes sœurs confiants et encourageants, et ce, tout au long du chemin évolutif que nous partageons tous. C'est une sorte d'ascension générale durant laquelle chacun aurait finalement à donner la main à ceux du dessous, pour que tout le monde s'inscrive et se fédère de plus en plus consciemment autour de cet élan commun. Et il n'y a rien de prétentieux à envisager ainsi les choses, puisque dans ce mouvement ascensionnel collectif, n'oublions pas que nous pouvons toujours être nous-mêmes ceux qui sont les ceux du dessous, de grands frères et de grandes sœurs ayant déjà pris une certaine avance sur nous. Gardons de vue également que ce n'est pas parce que nos états de conscience diffèrent les uns des autres que cet état de fait implique la division pour autant. Ce qui implique la division, c'est la prétention orgueilleuse de ceux à qui la conscience fait encore défaut de vouloir malgré tout garder l'ascendant sur leur prochain. Tout cela, nous l'avons vu, pour espérer invisibiliser un vide existentiel cuisant dans une sorte d'état d'esprit capricieux et revanchard, révélant une éclatante puérilité. En gagnant toujours plus en conscience, nous réalisons inévitablement que ce qui fait notre unité sur la Terre comme dans l'astral, d'abord en tant que peuple humain, mais également en tant que différentes populations d'origines subtiles variées, ce qui fait notre unité à tous, disais-je, c'est d'abord le fait que nous soyons tous, absolument tous, inscrits dans le même courant évolutif. Personne n'y coupe. Pas plus l'ensemble des humains que les reptiloïdes, les insectoïdes, les anges devenus démons et j'en passe. Et toute la question est de savoir non pas qui a tort ou raison, mais bien ce que chacun est à même de pouvoir proposer au sein de ce grand théâtre lorsqu'il parvient à passer outre l'altération qui l'éloignait de la réalité. Une altération qui, je le rappelle, nous avait tous entraînés jusque-là à participer plus ou moins activement à la perdurance du délire de la matrice, de la fausse réalité. À bien y regarder, c'est donc seulement la résistance angoissée à ce courant évolutif, incompris de beaucoup, mais pourtant absolument naturel et surtout inévitable, qui engendre les tiraillements et les luttes de pouvoir, orchestrées par un ancien monde encore infantile qui se cabre et se rigidifie face à la nécessité d'une véritable maturité à laquelle parvenir enfin. Un ancien monde qui, pour l'heure encore, tente surtout et tant qu'il le peut, de ramener le nombre à lui, pour faire perdurer son jeu, selon ses règles établies. Des règles qui le rassuraient jusque-là, puisqu'il en tirait un certain confort, fait de subordination et de privilèges, sur le grand radeau de la méduse de la fausse réalité, de laquelle il se prévalait vigoureusement d'être le garant responsable, plongeant ainsi sous la contrainte le monde entier dans une certaine involution. Et si nous nous sommes laissés entraîner dans ce jeu-là jusque-là, le fait est qu'il ne nous intéresse plus vraiment, et même qu'il ne nous intéresse vraiment plus, n'est-ce pas? D'autant plus qu'il devient fort déplaisant, et même franchement dangereux. Chercher obstinément à ramener le nombre à soi, chercher à dominer et à conduire l'humanité à sa guise, bien entendu pour son bien, c'est objectivement se considérer supérieurement et capricieusement comme le garant d'une certaine ligne temporelle exclusive, celle, en l'occurrence, d'une fausse réalité finalement malaisante. Et cela peut se traduire par exemple par l'intention d'imposer l'idée absolument subjective d'un progrès qui nous serait collectivement salutaire. Et tout cela implique que l'on se donne alors tous les moyens pour maintenir quotidiennement et sans relâche le nombre dans l'obnubilation de priorités visibles créées de toutes pièces, selon une mise en scène savamment orchestrée, consolidée, notamment un grand renfort de lois de plus en plus intrusives, et surtout relayée par des médias tout aussi intrusifs. Des médias qui déversent de manière plus ou moins consciente une certaine doctrine au fil d'une propagande continuellement distillée dans le quotidien de tout un chacun. Et tout cela donc pour le faire adhérer
à une ligne temporelle particulière prédéfinie. Et c'est ainsi que l'on peut parler sans hésitation de l'élaboration ainsi que de l'entretien d'une véritable hypnose collective. D'autant plus lorsque la persuasion est renforcée par l'adhésion de toutes celles et ceux qui, séduits et rassurés, entrent eux-mêmes en résonance avec ces conventions et assurent ainsi eux-mêmes l'application des règles du jeu dans lequel ils s'étaient laissés absorber. Un état d'hypnose que les préoccupations matérielles incessantes et épuisantes, ainsi que les divertissements refuges, viennent parachever dans un grand tourbillon étourdissant. Des préoccupations économiques, sécuritaires, sociétales et des divertissements qui ont, dans la majeure partie des cas, la vocation de détourner tout un chacun des capacités de libre réflexion par un effet de court-circuitage, ce qui permet d'étouffer dans l'œuf l'accès à la souveraineté personnelle, puisqu'il s'agit de garder les esprits brouillés pour que personne ne puisse parfaire l'élaboration d'abord de son discernement, ensuite de ses choix libres et éclairés. C'est ainsi que le nombre demeure malléable à souhait à partir du moment où il est maintenu détourné de sa capacité d'autodétermination. Une autodétermination pourtant absolument légitime et même sacrée. La mise en état de sidération est également un excellent moyen d'y parvenir. L'humanité tout entière aura pu le constater dès le début de l'année 2020 par exemple. Là, on peut dire que les grands moyens auront été employés pour nous faire gober absolument n'importe quoi dans une recherche d'infantilisation généralisée, plutôt réussie dans l'ensemble. Mais bon, dans un sens, merci pour cette super production délirante, car elle aura permis à beaucoup d'ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui se tramait pour tous. Déposséder l'humain de sa souveraineté en le plongeant dans la confusion pour pouvoir mieux lui faire prendre une direction profitable, sous tutelle, telle est la condition sine qua non pour garder la main sur le jeu et le faire durer indéfiniment. C'est ainsi que, dans l'errance de la nuit de l'homme, on peut alors n'illuminer qu'un fragment d'une soi-disant réalité, afin de diriger les perceptions là où on le souhaite, sans que personne soit alors à même de pouvoir distinguer l'entièreté de la réalité, ni la liberté absolue de l'expérience qui s'offre pourtant à lui, de manière totale et inconditionnelle. Garder l'attention uniquement focalisée sur un jeu restreint invisibilise en effet tout le champ des possibles existant tout autour. Et c'est de surcroît ce qui garantit la limitation des consciences. Vous voulez un exemple ? On pourrait en énumérer des montagnes, tellement notre quotidien en est abreuvé, tellement il en est saturé. Par exemple, cette fin d'année 2024 est tout indiquée pour revenir sur un événement qui s'est déroulé en France cet été. D'autant plus que nous pouvons à présent avoir un recul suffisant dessus, puisque nous en connaissons le dénouement. Sans s'étendre point par point sur le déroulement de l'épisode de la dissolution, puisque c'est de cela qu'il s'agit, nous pouvons aborder cet événement inédit et somme toute rocambolesque sous un angle que personne, à ma connaissance, n'a semblé percevoir. S'agissait-il au final de donner la possibilité au peuple français d'avoir prise sur son destin ? De lui donner la possibilité de rebattre les cartes afin de décider de ce qui lui semblait être la meilleure option pour lui-même ? Manifestement non, puisque au nom de la stabilité du pays, c'est-à-dire au nom de la stabilité du système en place, rien n'a finalement vraiment changé depuis, mis à part des remaniements de postes pour la circonstance. Alors, quelle pouvait être la finalité bien plus subtile d'une telle manœuvre, à part une désorganisation et un affaiblissement des forces d'opposition, des forces seulement utiles à l'entretien de la dualité, ainsi qu'au maintien de l'espérance utopique d'une résolution salutaire. Ce que l'on aura pu avant tout constater, c'est une forte mobilisation du peuple français qui, croyant pouvoir être un acteur souverain par le biais de l'acte du vote, s'est finalement fait prendre une fois de plus au piège d'un jeu ficelé à l'avance. Le but dissimulé était en effet de mobiliser le nombre, afin qu'il valide avant tout la légitimité d'un jeu de dupes, afin qu'il lui redonne force, et surtout, afin qu'il reste ainsi captif de ce jeu. Et cela d'autant plus que l'attente d'une résolution, qui durera tout de même 2 mois,
le poussait à s'impatienter et à désirer finalement que l'on prenne enfin une décision à sa place. Tout cela, je le répète, dans l'espoir que ces aspirations actées par la voie des urnes soient loyalement prises en compte, considérées et respectées selon des aspirations qui lui permettraient d'entrevoir une amélioration significative des conditions du pays. Mais le système, lui, n'avait aucunement l'intention d'accorder un pouvoir à qui que ce fût d'autre que lui-même. Il ne donnait au change que l'impression de la possibilité d'un choix, et donc uniquement l'impression que le peuple était réellement souverain. En France toujours, la trahison de 2005 aura été le premier signal fort qui déjà mettait sur la piste de la compréhension que le vote démocratique, tel qu'il est organisé en amont, consiste finalement avant tout à faire valider un jeu imposé, sans pour autant pouvoir véritablement donner la capacité d'avoir prise sur la direction que le collectif souhaiterait pourtant emprunter. Parce que, dans tous les cas, il ne s'agit finalement que de devenir les captifs du jeu de certains stratèges, après que l'on se soit conformé non seulement à leurs règles, mais surtout à leur légitimité même, en répondant présent à leurs seules conditions. Ne peut inévitablement en ressortir à chaque fois qu'une cuisante déception, accompagnée d'un sentiment d'injustice que tout un chacun aura à prendre sur lui, dans un sentiment de fatalité qui le laissera démuni. Pour en revenir à l'exemple de cet été 2024, et puisque je parlais tantôt de parachèvement d'hypnose collective, notamment par le biais des divertissements, il est particulièrement intéressant de constater que c'est à cette même période que se sont déroulés les Jeux olympiques en France. Cet épisode récréatif, tel une trêve qui s'imposait au détriment du reste, a été grandement propice au système, puisqu'il a permis d'azimuter le processus en cours, et également d'enrayer toute possibilité de soulèvement. Ainsi, les jeux sont devenus une priorité au sein du grand jeu de la fausse réalité. Quelle aubaine que ces jeux-là, car outre le fait qu'ils représentaient exclusivement la glorification du dépassement de l'humain au sein du monde du visible, outre le fait qu'ils permettaient de détourner les regards des priorités sociales mises à mal dans ce même monde exclusif du visible, et ce, à grand renfort de médias, outre le puissant signal qu'ils envoyaient au monde entier, notamment à travers des cérémonies d'ouverture faisant état de la victoire rayonnante d'une certaine idéologie plutôt infernale, ils représentaient finalement la promotion de la fausse réalité à laquelle chacun devait et devrait se conformer, dans un total réjouissement bien entendu. J'en veux pour preuve l'extrait de ce discours dont nous eûmes droit à l'issue de ces Jeux, et qui, au regard de ce que je viens d'énoncer, se conçoit alors de manière tout à fait limpide. Je cite, mot pour mot. On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits, parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça la vraie vie. Qu'ajouter de plus, si ce n'est que ces événements significatifs, parmi tant d'autres, nous permettent de comprendre la logique d'un système qui s'évertue à détourner l'attention du nombre au seul profit de ses propres règles et de ses propres codes, ceux de sa doctrine. Une doctrine assurément obscure, car bien plus subtile qu'il n'y paraît. Et cela afin de tenir le nombre éloigné de toute autre aspiration, de toute velléité d'affranchissement et d'émancipation, de toute initiative personnelle qui pourrait le diriger vers un retour à la réalité. Ce qui marquerait la fin du jeu, chose impensable aux yeux des mendiants stratèges angoissés. Que ces jeux de dupes servent uniquement les intérêts de quelques stratèges devenus parasites, chacun peut simplement en faire le constat, lorsqu'il sort du déni qui consiste à se faire croire que ceux à qui l'on avait jusque-là confié la fonction de représentant étaient tous forcément irréprochables et bienveillants. Sauf que voilà, presque tous étaient en réalité devenus des tuteurs avides de toute puissance et de toute jouissance, au détriment même de leurs prochains, au détriment même de leurs obligés. Alors, à partir de ces constats révélateurs, nous pouvons en arriver à la conclusion qu'au sein de ce marasme généralisé, puisque cela concerne le monde entier,
il nous faut avant tout reprendre nos esprits, et ce afin d'évaluer en tant que créateurs se réappropriant la conscience, quelle posture adopter pour sortir de ce guêpier qui s'avère être une totale impasse. Il nous faut réévaluer quelle posture adopter, cette fois dans la justesse éclairée, pour pouvoir alors envisager de bâtir une ligne temporelle digne de notre véritable majesté d'être humain véritablement et divinement réalisé. Comme nous l'avons vu, nous sommes des créateurs qui devons tenir compte des inévitables interactions qui constituent soit la cohésion harmonieuse, quand elles sont abordées au nom d'un véritable intérêt général, soit l'emballement et la disjonction, voire la dislocation du monde, lorsque la création devient purement égocentrée et avide de l'énergie de son prochain. Dans cette aventure humaine collective, il nous faut surtout distinguer deux formes de co-création, et ce afin de pouvoir choisir en conscience celle qui résonne de manière épanouissante pour soi-même comme pour le collectif. Nous avons d'une part la co-création induite, celle dont la direction est dictée depuis l'extérieur, soit insidieusement, soit brutalement. En l'occurrence, celle dont nous parlons ici est une co-création induite par un ancien monde qui s'est bâti sur le sable d'une conscience fort limitée et surtout faussée. Un ancien monde dont la préoccupation acharnée est de se maintenir dans son jus comme il le peut, mais finalement seulement pour lui-même, puisqu'il n'est absolument pas apte à pouvoir envisager et à accueillir le nouveau paradigme de réalité qui s'en vient pourtant. C'est-à-dire à accueillir et à véritablement considérer toutes celles et ceux qui représentent cette nouvelle humanité. Ce sont donc ses seuls intérêts qui priment, et surtout sa survie en l'état. Et dans ce cas, la co-création qui en découlera sera uniquement réactive, puisqu'elle prendra corps non seulement à partir, mais également autour de ces seules règles initialement imposées. Des règles auxquelles adhérer, ou contre lesquelles se battre, peu importe, puisqu'elles demeureront dans tous les cas la référence et la norme. Peu importe également le camp choisi, pourvu que chacun entre et reste captif dans la dualité du jeu. Dans un second cas, et c'est celui-ci qui nous intéresse, nous avons une co-création active éclairée, c'est-à-dire une co-création spontanée entre des êtres conscients et inconditionnellement libres de bâtir le nouveau paradigme dans une entente profonde et véritable, dans la conscience de la sacralité de la vie, et donc dans un respect complet de soi comme du vivant dans son ensemble. C'est alors une autre forme de jeu qui voit le jour, un jeu sain cette fois, qui se découvre et s'élabore véritablement ensemble. Un jeu qui est inévitablement sain à partir du moment où il se base sur le socle de l'harmonie et du bien commun, ou plus précisément sur la recherche honnête de l'harmonie et du bien commun. Et cela n'empêche aucunement les différences d'expression de cette unité alors retrouvées au sein de la matière, pourvu que l'ensemble vibre à l'unisson dans la grande expérience qu'est celle de la projection et de l'incarnation de la réalité sur cette belle planète. À bientôt. Prenez soin de vous. C'est à nous qu'il revient de reprendre le véritable jeu en main. C'est à nous qu'il revient d'en redéfinir les règles, celles d'une saine réalité retrouvée cette fois. Et tout est là. Il y a juste à y voir plus clair et à choisir de s'engager inconditionnellement dans cette véritable et unique voie d'évolution. Nous avons tant besoin de cette émancipation, de cette libération, de cette respiration qui est absolument vitale et qui le devient d'autant plus que l'ancien jeu nous plonge de plus en plus dans l'enfer de son irréalité, dans l'enfer de sa déréalisation et de sa déshumanisation.